Bonjour à toutes et à tous. On va progressivement reprendre pour aller vers la deuxième table ronde de cette journée scientifique de Médecins du Monde. Je me présente déjà, je m'appelle Anne Chiron, je suis responsable de desk à Médecins du Monde et donc je suis les programmes sur le continent africain. Merci à ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, que ce soit dans la salle ou à distance. Après cette première table ronde sur l'éthique et la réflexivité dans les recherches auprès des personnes vulnérables et la présentation des 2 travaux de recherche qui ont permis de démarrer un peu le débat, on va poursuivre à travers la présentation de 2 travaux afin de nous interroger sur les différents enjeux éthiques identifiés lorsque les ONG incluent dans leur programme des recherches. Les questions autour du recrutement des participants et des participantes, les différentes modes d'adhésion du consentement, les populations sont-elles aptes à consentir librement, la fixation des indemnités ou les offres de compensation, ou encore la gestion des bénéfices et des risques pour les participants et les participantes sont aujourd'hui des questions éthiques centrales. Il incombe aux ONG qui décident de s'investir dans les recherches de se les poser, mais également de produire des éléments de réponse. Les principes éthiques qui consistent à protéger les participantes et les participants à une recherche en terrain immunitaire relèvent de la responsabilité sociale des ONG. Seulement, comment peut-on disposer de données fiables et probantes, de qualité, tout en garantissant le respect des principes éthiques ? Pour essayer de répondre à cette question, on va s'intéresser à 2 travaux différents. Dans un premier temps, dans le travail qui va être présenté par Maman, qui est avec nous en ligne aujourd'hui. Bonjour Maman. Qui, lui, a travaillé sur un essai clinique avec MSF, le centre de recherche d'MSF Épicentre. Dans le cadre de cette recherche, les femmes et les enfants qui reçoivent gratuitement des soins, pour assurer la continuité de l'essai, les agents leur effectuent en échange des prélèvements biologiques de différents types. Ça peut être du sang, sel, urine, lait maternel. Mais du coup, la question qui se pose, c'est le seul moyen de bénéficier gratuitement des soins et des médicaments réside dès lors dans le fait même de participer à l'essai. Dans le deuxième travail qui va nous être présenté par Ketli, qui est avec moi aujourd'hui, bonjour Ketli, est une recherche qui a été mise en œuvre dans le cadre du programme de dépistage du cancer du col de l'utérus de Médecins du Monde au Burkina Faso. Et lui portait quant à lui sur l'impact de la mise en œuvre des programmes de prévention et de prise en charge des lésions précancéreuses sur la structuration même du système de santé. Il était intéressant de voir comment la mise en œuvre d'un tel projet, qui souhaite initialement s'intégrer dans une offre de soins déjà existante, en venant la compléter, conduit à des adaptations par par les acteurs et les actrices du système de santé. Différentes stratégies d'adaptation, de contournement, de réappropriation sont développées par les acteurs et les actrices du système de santé, et cela rend difficile la production de données scientifiquement fiables et analysables. Voilà, c'est à peu près, je vous ai brossé un tableau assez large des questions que nous allons aborder aujourd'hui, mais assez parlé de mon côté. Je pense qu'il est temps de laisser la parole à nos 2 invités. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Maman. Maman, est-ce que tu nous entends bien et est-ce que tu nous reçois bien aujourd'hui? Mais assez parlé de mon côté. À nos 2 invités. Bon. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Médecins du Monde d'avoir accepté de m'inviter dans le cadre de cette journée scientifique consacrée aux questions de responsabilité sociale des ONG engagées dans les essais randomisés. Désolé, je n'ai pas pu être avec vous parce que je n'ai pas pu recevoir mon visa, malheureusement, mais bon, avec la magie de l'Internet, on peut essayer quand même de discuter à distance. Alors, je propose de discuter avec vous de l'éthique et de la responsabilité des organisations de recherche ou des ONG qui sont engagées dans les pays du Sud. Je propose cette communication à partir de l'expérience de la conduite d'un essai clinique randomisé
à partir de l'expérience du suivi que j'ai fait en temps réel en tant qu'anthropologue et doctorant dans le cadre d'un essai clinique randomisé qui est conduit par Epicentre. Epicentre, c'est un centre de recherche épidémiologique qui est créé par MSF pour Médecins sans frontières pour l'accompagner dans divers contextes de son action humanitaire. Alors, quand on parle de la responsabilité sociale des ONG engagées dans les essais randomisés, je parlerai de deux aspects essentiels à partir de mon expérience. Premièrement, d'abord le contexte dans lequel l'essai est mis en œuvre et deuxièmement, les différents écarts constatés dans la mise en œuvre de l'éthique à partir de deux exemples essentiels, l'exemple du consentement éclairé et de l'explication du placebo. Après, on peut venir en détail pour voir les autres dimensions de l'éthique et de la façon dont ils se font au quotidien à partir de l'essai clinique. Premièrement, il faut dire que l'essai clinique randomisé que j'ai étudié a été conduit dans un contexte très particulier, qu'on peut appeler un contexte de vulnérabilité structurelle, dans la mesure où on a, du point de vue du système de santé, qui est caractérisé par un effondrement ou presque un effondrement total parce que il n'arrive pas à offrir des meilleurs soins de qualité aux populations. Deuxièmement, l'accessibilité géographique des populations, puisque l'essai est conduit dans un milieu rural, dans une zone où l'infrastructure de transport est quasi inexistante. Et donc, l'accessibilité géographique pour les populations pour bénéficier de l'accès aux soins est difficile, où on voit que les femmes, pour accéder aux soins, doivent parcourir 10, 15, parfois 20 km à pied pour faire les consultations prénatales, par exemple, dans le cadre de la prise en charge de la santé maternelle. Ensuite, à cela s'ajoute, si vous voulez, l'absence de moyens financiers pour se procurer juste le nécessaire en termes de médicaments, de prise en charge. Par ailleurs, on assiste également, toujours dans le cadre du caractère du système de santé, au mauvais traitement, au mauvais accueil de la part des infirmiers, de la part des sages-femmes qui prennent en charge les femmes enceintes tout au long de la gestion. À cela s'ajoute évidemment la rupture fréquente des médicaments et des entrées. Or, on le voit, pour les femmes et pour les enfants, participer à un essai clinique, indépendamment de la connaissance des avantages et des risques qui sont liés à la prise en charge du produit de l'essai ou du placebo, revient simplement à sauver sa vie. Dans la mesure où, inversement par rapport aux caractéristiques du système de santé dont je viens de citer certains, d'abord, il s'agit ici d'accéder aux meilleurs soins, d'accéder aux soins gratuitement des meilleurs soins, des soins de qualité, une meilleure attention et un accueil parfois personnalisé de la part des agents de l'essai, mais surtout une disponibilité des médicaments qui sont gratuits, qui sont offerts aux participants. Sans compter aussi un suivi régulier qui se fait à domicile périodiquement. Par ailleurs, à toutes ces caractéristiques s'ajoutent maintenant d'autres avantages matériels qui sont liés à la participation, des avantages qui sont quotidiens et qui sont liés à la participation à l'essai. On peut citer par exemple les frais de transport qui sont accordés aux participants, et les frais de transport sont parfois fonction de la distance que les femmes doivent parcourir pour se rendre au site de l'essai, auquel s'ajoutent également des savons qui sont distribués pour toutes les visites qui sont effectuées dans les différents sites par rapport aux questions de suivi, plus des boissons et des sandwichs qui sont distribués pour permettre à la femme, on considère qu'elle est venue très tôt le matin afin qu'elle prenne son petit déjeuner. Et donc, dans ce contexte me permet de discuter, si vous voulez, de la question du choix et de la misconception. On va revenir en détail si ça veut. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il est nécessaire de parler d'un certain choix ou d'une certaine liberté du participant à choisir ou non à un essai clinique ou à participer à un essai clinique avec tous ses avantages et ou à ne pas participer à un essai clinique et de continuer les soins parallèles. Avec l'ensemble de ces avantages liés à la prise en charge gratuite, au suivi, plus maintenant les autres avantages matériels qui, on va les voir, sont utilisés à d'autres fins. Parce qu'une femme qui reçoit 500 francs, l'équivalent d'€1 ou €1,50 pour assurer son transport, elle va repartir à pied dans l'espoir d'utiliser cet argent à d'autres fins, parfois à assurer le repas quotidien ou à partager le repas avec son mari, avec ses enfants. Deuxièmement, il y a la question de la mécompréhension thérapeutique ou de malentendu thérapeutique. Enfin, c'est une notion qui a été développée au début des années 80 dans le cadre des études aux États-Unis en pédiatrie et qui s'observe encore chez nous dans les pays du Sud où on voit
le malentendu thérapeutique, c'est une situation dans laquelle, si vous voulez, les individus qui participent à un essai méconnaissent les avantages ou les risques qui sont en soi liés à leurs participants. Ici, l'essai, la participation à un essai est assimilée à une simple offre de soins, une meilleure offre de soins ou de médicaments. Et donc, il y a d'une part cette question de malentendu thérapeutique, de l'absence de choix. Il y a des anthropologues, je pense à un anthropologue britannique qui parle de empty choice, l'absence de choix de participer ou non à un essai. Et d'autre part, de la question du malentendu thérapeutique. Mais on va le voir dans les détails que parfois cette mécompréhension ou ce malentendu thérapeutique n'est pas un de la mesure où il y a des gens qui comprennent pourquoi ils participent. Il y a certes des avantages et des limites de participation à un essai clinique ou à une recherche médicale de façon, mais ils acceptent de participer parce que dans tous les cas, accepter de participer revient à sauver sa vie, quoi. Donc, je continue. On va voir également que le morceau de pain qui est donné à la femme ou la boisson, elle le partage avec ses enfants, elle le repart à pied pour donner ça à ses enfants. Si bien qu'on assiste parfois, parce qu'il s'agit de sauver sa vie, à des regrets parfois tardifs de la part de ceux qui refusent de participer à l'essai et qui voient parfois l'avantage des gens qui ont participé. Je pense qu'il y a plusieurs expériences ou plusieurs cas, un enfant orphelin dont la mère a refusé de participer à un essai, il est décédé, après sa famille le recueille pour le présenter au dispositif de soins. Mais malheureusement, bon, l'échantillonnage a été atteint, il ne peut pas être pris en charge d'une part. Ou d'autre part, la femme dont le mari a refusé qu'elle participe à l'essai et qui est décédée après, elle est enceinte, elle veut participer à l'essai clinique, puisque dans l'essai clinique, il y a tout un dispositif de suivi des femmes enceintes afin qu'elles prennent des produits à base de lipides pour enfin les enfants qui en sont issus participent à l'essai clinique randomisé afin d'évaluer la réaction immunitaire de ces enfants face au vaccin anti-rotavirus, puisque c'est un essai sur un nouveau vaccin produit par l'Inde et sur les maladies diarrhéiques des enfants de moins de 5 ans. Donc, dans ce contexte, également, les patients, les soignants également ont envie de participer à l'aide, de continuer à participer à soigner les gens, mais qui sont limités par l'éthique dans la mesure où seuls ceux qui participent à l'essai doivent bénéficier des soins. Donc, par ailleurs, la fin de l'essai aussi, si vous voulez, est doublement handicapant. C'est handicapant à la fois pour le système de santé parce que la fin de l'essai, c'est la fin du suivi et donc les populations sont obligées de retrouver à l'ancien système de soins ou le système traditionnel de prise en charge. Et d'autre part, la pratique, le savoir-faire que les agents de santé qui sont pris en charge par l'essai partagent avec les autres, ça va s'effondrer parce que le savoir-faire, à la fin de l'essai, on va voir dans une situation où on est à la case de départ. Ça, c'est du point de vue, si vous voulez, de contexte structurel ou de la vulnérabilité structurelle face auquel les gens participent à l'essai. Mais du point de vue aussi de l'éthique, comme je le disais, de la partie introductive, on assiste à des écarts par rapport à l'éthique même, par rapport à la façon dont l'éthique est faite. Je prends l'exemple de consentement éclairé et de la notion du placebo que je vais développer tout à l'heure. D'une part, on sait que le consentement éclairé, il est obligatoire dans tous les essais cliniques. Il suppose que la personne qui participe à toute recherche expérimentale est informée afin d'être en mesure de décider en âme et conscience, comme on dit, de se faire enrôler ou pas. C'est qu'on vient de voir tout à l'heure, montre que dans un contexte où participer à un essai revient à sauver sa vie, c'est quand même la question de la liberté individuelle ou non de participer à l'essai clinique, elle se pose. Donc, le consentement dispose de ses propres principes, de ses propres caractéristiques, tant dans sa formulation que dans son administration. Néanmoins, on va le voir, on le voit sur place, si le consentement est aujourd'hui une norme éthique qui a prétention normative et universelle, son administration, la façon dont il est conduit sur le terrain, relève parfois d'une complexité. Et ces complexités, c'est cela les espaces et fonctions de l'espace, des cultures et des contextes dans lesquels il est mis en œuvre. Plusieurs exemples que je vais citer tout à l'heure témoignent de la façon dont il est témoigne de cette complexité de faire l'éthique dans un contexte de vulnérabilité structurelle ou dans un contexte de difficultés du système de santé et dans un contexte politique et économique marqué par l'absence, disons, des moyens de se faire prendre en charge en parallèle.
l'administration d'un consentement est un processus finalement négocié et adapté à lieu et place d'une forme standardisée telle qu'on le connaît. Par exemple, la recherche de témoins. On voit à partir de l'exemple de l'essai qui est étudié, il faut d'abord trouver un témoin qui sait lire et écrire. Or, on sait que dans l'essai qui est conduit dans un village reculé, une zone rurale, il est difficile de trouver des gens qui savent lire et écrire, soit peut-être des enseignants ou des personnels soignants qui sont disponibles, mais personne ne peut s'asseoir, ne peut accepter de s'asseoir à longueur de journée pour jouer le rôle de témoin, alors que bon, un enseignant, il a sa profession, il enseigne les écoles, il ne sera disponible pour être témoin qu'au moment de la récréation, d'une part. Et d'autre part, les personnels soignants qui participent à la fois à l'essai ne peuvent être témoins parce que c'est pas possible du point de vue des normes éthiques, quoi. Et un témoin doit être une personne indépendante. Face à l'essai, face à cette situation qui est problématique, les agents de santé, les agents qui font l'essai, les investigateurs, étaient parfois obligés, disons, de faire appel à des relais communautaires qui travaillent avec et qui sont de l'essai et qui participent au processus avec un cahier de charges bien rempli pour faire l'interface entre l'essai et la population. Mais du point de vue des normes, les investigateurs estiment que c'est interdit. Et il y a d'autres formes de négociation qui continuent à se faire. Par exemple, les agents de santé ont trouvé d'autres astuces qui consistent à appeler un témoin afin qu'il signe à l'avance plusieurs consentements et disparaître à aller s'occuper de ses activités pour que sur papier on dise que bon, voilà une autre façon de faire puisqu'il y a la signature qui atteste que, disons, le consentement a été sans dire qu'ils vont empêcher de procéder à. L'autre formule trouvée, si vous voulez, une instance communautaire qui participe, trouver un membre de COGES qui peut accepter gratuitement de jouer le rôle de témoin en considérant qu'il participe également à aider sa communauté. Sauf que, bon, au bout d'un moment, il y a des exemples qui font état de démission parce qu'un témoin, également, même si c'est un agent du COGES, doit avoir une activité professionnelle à faire. Il ne peut pas passer une journée entière à jouer le rôle de témoin. D'autre part, il y a des cas aussi des témoins qui ont démissionné parce que, bon, vous savez, les rumeurs, à chaque fois qu'il y a l'introduction d'un programme ou d'un projet, aussi bien du point de vue de santé que d'autres projets de développement, il y a toujours des rumeurs qui font état d'un complot ou des théories complotistes qui impliquent parfois la responsabilité à l'homme blanc de venir stériliser des enfants, stériliser des femmes face à la démographie. Bon, il y a toute une série de rumeurs. On le voit d'ailleurs à travers la COVID, comment le vaccin contre la COVID, ou comment la COVID, elle est perçue par des communautés comme étant un autre complot qui est visant à stériliser ou visant à faire face à la démographie dans les pays du Sud, comme le Niger par exemple. Et donc, il y a des témoins qui ont refusé parce qu'ils ne peuvent pas continuer à jouer ce rôle dans la mesure où ils sont considérés comme des gens qui participent à des projets pour stériliser. Et la meilleure formule, la formule qui a été trouvée ici, c'est de dire, finalement, on ne peut rien faire. Payer un témoin, ce n'est pas éthique, mais comme on ne peut rien faire ici, il faut payer le COGES indirectement, c'est-à-dire le comité de gestion, afin qu'il prenne en charge une personne qui va venir jouer le rôle de témoin, quoi. Voilà donc un exemple de la façon dont l'éthique, elle est parfois négociée, adaptée en fonction du contexte. Et finalement, face à l'incapacité d'avoir un témoin dans les zones rurales qui sait lire et écrire, un témoin simple, finalement, ça suffit. Donc, vous voyez comment aussi, ça, c'est un exemple qui témoigne de la façon dont cette norme éthique qui est appréciation universelle est négociée, adaptée et travaillée en contexte. Par ailleurs, on sait que pour expliquer à une personne qui participe à un essai clinique de façon générale, le consentement, il est conçu en français. Il faut donc le traduire en langue locale. Or, on s'est rendu compte que la traduction qui a été faite, c'est une traduction très standardisée et qui ne rend pas compte, disons, du dialecte et comme si en ça d'un certain nombre d'expressions qui sont utilisées. Par exemple, le placebo, en langue, quand on le traduit, ça devient quelque chose qui est mauvais. Jabou, en Hausa, quelque chose qui est mauvais. Or, expliquer à une femme que son enfant va recevoir le vaccin qui peut le prévenir de formes sévères de diarrhée, de gastro-entérique,
et de quelque chose qui est mauvais, ça peut quand même tiquer. Voilà. Là aussi, il fallait retravailler, négocier le consentement tel qu'il est conçu afin d'utiliser un certain nombre d'expressions à travers un certain nombre d'euphémismes également pour ne pas heurter à la sensibilité des gens. Mais on sait aussi également que l'un des effets indésirables de gastro-entérite, de rotavirus, c'est parfois l'invasination intestinale. Ou bien, si vous voulez, les effets indésirables de la prise du vaccin à l'absence du placebo. Et là aussi, il faut expliquer aux mères, aux femmes que un enfant peut faire face à une vaccination intestinale comme effet indésirable, disons. Or, l'invasionnation intestinale, son explication en ça, c'est comme si on explique à une mère, ça veut dire un intestin qui va sortir. Or, une mère qui ne comprend pas forcément c'est à quoi elle fait face, cela produit également de la misconception ou du malentendu thérapeutique où ces expressions vont heurter à la sensibilité des femmes. Or, les agents qui font l'essai sont parfois obligés d'abandonner cette explication ou de dire qu'il bon, n'y a pas forcément des effets désirables parce qu'en les expliquant, les femmes vont abandonner. Or, ils sont engagés, ils sont recrutés pour faire l'essai et donc ils doivent randomiser et continuer à randomiser, surtout quand on sait qu'il y a un échantillon à atteindre, ce qui est parfois difficile s'il faut expliquer l'ensemble de ces options. Donc voilà deux exemples, à la fois le placebo et à la fois le consentement éclairé, comment il est négocié, comment il... Si je reviens à la question de la liberté individuelle, du choix ou non de participer à l'essai, on sait que bon, les enfants sont responsables, son tuteur ou la mère, qui doit également justifier ou qui doit accepter de faire participer un enfant en tant que son propre gardien. Mais on se rend compte également que la participation à un essai ne dépend pas également dans le contexte nigérien, où c'est le patriarcat quand même qui est dominant, dans les zones rurales où quand même le choix des ménages n'est pas forcément la femme qui amène son enfant, ni dans certains contextes, dans certaines zones, le père de l'enfant, mais parfois le grand-père de l'enfant qui est quand même le responsable de l'ensemble des ménages. Et c'est à lui d'autoriser. Or, sur papier, on sait que c'est l'Amérique. Mais il y a un ensemble de négociations entre les agents de l'essai qui sont... On a définitivement perdu Maman. Oui, Maman, je ne sais pas si du coup tu nous entends, mais nous ne te recevons plus. On te propose donc de couper ta caméra pour avoir une meilleure bande passante. Plutôt que de négocier avec les parents, de négocier avec les grands-pères ou les grands-mères, la personne qui doit ou non autoriser l'enfant. Donc voilà l'exemple, l'usage du placebo, le contexte. Ce n'est plus Maman. Bon. Bon, on va vous demander de patienter un petit instant. On va essayer de retrouver Maman. On va le rappeler. Peut-être si... Voilà, peut-être Ketli, désolé pour ce petit contretemps technique. Voilà, on proposera à Maman de continuer quand il aura retrouvé le lien avec nous. Et du coup, Ketli, je te laisse la parole sur la deuxième recherche qu'on souhaitait présenter aujourd'hui, qui est donc la recherche Paracao. Merci beaucoup. Merci. Si Maman ne nous entend pas, je le remercie également parce qu'il m'a donné de très bons points à discuter. Alors par contre, pour que ça se lance. Donc moi, je fais partie de ces gens qui aiment avoir un support PowerPoint. Vous avez de la chance ou pas. Alors, il faut que j'appuie. Oui, là, ça fonctionne, mais je vois pas du tout. Ça n'avance pas. Non, ça n'avance pas. Non.
Ah si, c'est bon. Et est-ce que ça avance? Nope. Est-ce qu'on peut avoir un petit appui technique, s'il vous plaît? Est-ce que Katie puisse diffuser son PowerPoint? En tout cas, passer d'une slide à l'autre. Ouais. Alors, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça... Oui, c'est parfait. Alors, du coup, je vais vous parler du projet Paracao. Donc, Paracao, c'est un projet qui, les initiales signifient Partenariat pour la recherche-action contre le cancer du col de l'utérus en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un partenariat qui a été monté entre l'ONG Médecins du Monde et les chercheurs du CEPED, le Centre Population et Développement, qui est un centre de recherche avec une double casquette IRD, donc Institut de recherche et développement, et Université de Paris, et qui se focalisait essentiellement sur le cancer du col. Oui. Les objectifs, c'était d'améliorer l'accès aux soins et aux services de dépistage, mais également de renforcer les capacités des services de santé pour offrir ce dépistage. Et ce qui était assez intéressant, c'était qu'on partait pas uniquement de la première partie du dépistage, mais qu'on allait jusqu'au bout de la cascade de soins. Et ce partenariat avait comme objectif de travailler dans plusieurs pays, mais le premier pays dans lequel les actions ont été mises en place était le Burkina Faso. Juste parce que je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la recherche sur la mise en œuvre, généralement dans le panel de la recherche, on a énormément de types de recherche possibles qui répondent dans le cas du cancer du col à des questions complètement différentes. Donc on a aussi bien de la recherche fondamentale qui est vraiment axée sur le développement in vivo, de toutes les stratégies ou de la meilleure compréhension de la pathologie. La recherche clinique qui a été abordée par Maman, qui est plutôt dans des conditions très contrôlées. Et ensuite, dans tout ce panel-là, on a un élément de recherche qui s'appelle la recherche de la mise en œuvre. Et l'idée de la mise en œuvre, ce n'est plus d'être dans un milieu contrôlé, mais d'être en vie réelle et de regarder comment est-ce qu'une intervention, donc qui a été développée à partir de la recherche clinique, comment est-ce qu'une intervention, lorsqu'on la sort de son milieu, lorsqu'on la met dans son milieu naturel, entre guillemets, comment est-ce qu'elle fonctionne? Et donc l'idée, c'est de comprendre ce qui fait qu'elle fonctionne, ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas, et comment est-ce qu'elle s'adapte à la vraie vie. Donc nous, on s'est intéressé à ça dans le cadre de Paracao. Je vous montre un peu les différentes étapes qui sont en lien dans ce partenariat. Donc on a eu une première phase qui était vraiment une phase de conception de conception de l'ensemble du projet de recherche, où on a défini les objectifs de recherche et défini les questions de recherche. Ensuite, il y a une première phase qui était une phase d'enquête anthropologique. Et donc l'idée, c'était de mieux comprendre les besoins et de définir, de pouvoir ensuite avoir des données qui nous permettaient d'enchaîner sur les phases suivantes de la recherche. Une troisième phase qui, elle, a été constituée vraiment de recherche sur la mise en œuvre. Donc l'idée, c'était de comprendre, dans ce cas-là, spécifiquement, comment est-ce que la façon dont le dépistage du cancer du col se met en place dans les centres de santé, comment est-ce que, d'une part, comment est-ce que ça se met en place, et d'autre part, comment est-ce que ça affecte le parcours des femmes, plus précisément, comment est-ce que ça affecte le fait que certaines femmes aillent jusqu'au bout du dépistage. On est dans un cas là où le dépistage existe déjà au Burkina Faso, mais avec une technique qui équivaut à un examen gynécologique, c'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle. Et Médecins du Monde proposait de mettre en place une technique avec un test HPV. Donc pour ceux qui sont familiers du cancer du col, c'est une technique où on passe un écouvillon
au niveau du col de l'utérus. On passe dans une machine par la suite pour détecter la présence ou pas du virus HPV qui est responsable du cancer du col. Donc, c'est une nouvelle technique qui est connue pour être efficace, mais qui n'avait jamais été mise en place dans des centres de santé au Burkina Faso. Et la dernière phase consistait à rendre les résultats, à faire des ateliers de restitution pour discuter de tous les résultats qu'on avait obtenus. Alors, à chacune des phases, on s'est posé beaucoup de questions et on a eu de nombreuses discussions. Donc, je vais essayer un peu de vous raconter quelles sont les différentes questions qu'on a eues. Lorsqu'on était dans la phase de conception, il s'est posé la question de la division du travail. Donc, c'est une question qui concerne aussi bien la division du travail de recherche scientifique que la division du travail au niveau du projet. Donc, il s'agit d'un projet qui est mené au Burkina Faso, avec lequel on travaille avec le siège de Médecins du Monde, qui implique aussi bien des chercheurs du CEPED localisés au CEPED à Paris, mais également des chercheurs burkinabés au Burkina. Donc, il y a toutes ces questions de division du travail, qui prend les décisions, comment est-ce qu'elles sont partagées ou pas partagées, tous ces rapports de force qu'il peut y avoir entre les chercheurs des Nord et des Sud. Voilà, donc c'est des questions qui ont traversé tout ce travail de recherche, avec lesquelles on a travaillé, sans qu'il y ait forcément, j'ai pas forcément de réponse à vous apporter. Ce qui est sûr, c'est qu'on a essayé d'impliquer au maximum toutes les parties dans ce projet. On est aussi conscient, notamment du fait que les souhaits de participation n'ont pas été forcément satisfaits pour tout le monde. On a également eu la question de la temporalité qui s'est posée, parce que la temporalité de recherche et la temporalité des projets, comme pourrait vous le dire Anne à côté, sont deux éléments complètement différents. Et donc la question qui s'est posée à nous, c'était comment est-ce que, d'un côté, un projet qui a ses propres obligations, et la recherche qui nécessite un certain temps pour produire des données exploitables et scientifiquement valides, comment est-ce qu'on arrive à faire une conciliation entre ces deux temps. Donc on a pu en partie concilier ces temps de recherche, puisqu'on a pu faire la première partie qui était l'enquête anthropologique, qui a permis de développer le projet avec Médecins du Monde. Donc là, les deux temporalités se sont rencontrées. Et ensuite, on a réussi à faire une négociation sur le nombre de centres à impliquer et la vitesse de développement du projet de Médecins du Monde, pour que nous puissions, du côté de la recherche, avoir le temps de développer, de récupérer les données, de collecter nos données pour ce qui concernait vraiment les étapes de la mise en œuvre. Ensuite, il y a toute cette question de la transférabilité entre le Nord et le Sud. Donc, le dépistage par test HPV et les interventions et les formations sont proposées, sont beaucoup développées dans les pays des Nord. Et donc, c'est assez intéressant ce que disait Maman tout à l'heure à propos de la traduction et des difficultés de traduction, parce que ce qui est ressorti du projet, c'est qu'en fait, les agents de santé ont été formés au dépistage en français. Et à Ouagadougou, la langue majoritaire, c'est pas le français, c'est le moré. Et donc, lorsqu'ils ont dû ensuite expliquer aux femmes leurs résultats de dépistage, s'est posé la question de comment est-ce qu'on traduit un résultat positif, un résultat négatif, la suite de la prise en charge en moré, sachant que ces mots-là ne sont pas développés. Donc, et également, c'était assez intéressant de voir que l'intervention avait été développée pour être applicable au contexte au contexte du Burkina Faso, avec une vraie volonté de ne pas être un copier-coller.
et que malgré tout, on restait dans des interventions quand même où la formation était très biomédicale. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'était qu'il n'y avait pas forcément d'accompagnement au résultat, enfin à l'annonce du diagnostic et du résultat, notamment pour les femmes avec un test HPV positif. Et que du coup, c'est un élément qui n'avait pas été pris en compte dans la préparation de la formation. Et enfin, il y avait cette question de la prise en compte des populations vulnérables. Donc ça, par contre, c'était quelque chose d'assez intéressant et que permet la recherche de la mise en œuvre, puisque l'idée, c'est pas de s'ajouter à quelque chose qui existe déjà, mais de s'intégrer au centre de santé. Et donc, il y avait vraiment une volonté de Médecins du Monde de ne pas choisir un centre de santé lambda, mais vraiment dans des quartiers où les femmes pourraient bénéficier le plus. Donc on peut se poser la question de comment est-ce qu'on choisit quels sont les meilleurs bénéficiaires d'une intervention. Mais l'intérêt de la recherche de la mise en œuvre, c'est de pouvoir montrer comment est-ce que ce qui est très connu dans le dépistage, c'est que très souvent ce sont les femmes les plus éduquées, les plus conscientes de leur santé, qui bénéficient le plus d'une nouvelle intervention sur le dépistage. Et donc, du coup, la recherche sur la mise en œuvre, elle permet aussi de savoir quelles sont les femmes qui ont vraiment bénéficié du projet et comment est-ce qu'elles ont fait pour en bénéficier. Et donc, de pouvoir faire en sorte qu'on souhaite atteindre plutôt des femmes vulnérables et de développer le projet dans cet axe-là. Lorsqu'on s'est intéressé à l'enquête anthropologique, son but réellement, c'était de mieux comprendre le contexte et vraiment d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passait dans les centres. Donc cette enquête, elle a été faite en amont de la mise en œuvre du dépistage. Elle était dans le district où allait avoir lieu le dépistage et elle s'est intéressée à interroger des soignants et des femmes et également des médecins de district, donc plutôt des responsables, pour comprendre comment est-ce que, aussi bien les femmes et les soignants, quels étaient leurs rapports au dépistage, quel était leur rapport au cancer, leur rapport à la sphère gynécologique, et quels étaient les besoins notamment de la part des femmes et des soignants pour intégrer une nouvelle intervention. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont permis de décider quelle serait la meilleure stratégie, quel serait le fait de reformer. Donc Médecins du Monde à partir de cette enquête-là, à reformer les soignants à l'inspection visuelle, mais également les a formés à leur nouvelle intervention par le test HPV. Donc, il y a eu vraiment une interaction entre la recherche et le projet pour que l'intervention soit le plus compatible au contexte. Et l'idée de cette enquête, c'était également de permettre d'évaluer, avant qu'on commence l'intervention, quelle était potentiellement l'acceptabilité de l'intervention. Savoir, est-ce que les femmes utiliseraient vraiment l'intervention ou pas, et est-ce que le recours à un test HPV était quelque chose qui était envisageable pour elles ou pas du tout. Donc tous ces éléments-là ont permis de façonner le projet, mais également, nous, en tant que chercheurs, ces éléments nous ont permis de décider qu'est-ce qu'il fallait qu'on évalue une fois que le projet était mis en place. Donc la troisième phase, qui était la phase de recherche sur la mise en œuvre et l'efficacité, en fait, donc, Médecins du Monde a lancé son projet, et à partir de ce moment-là, on avait aussi bien d'un côté un anthropologue burkinabé qui observait la mise en place du dépistage, donc comment est-ce que les femmes avaient recours au centre de santé, comment se déroulaient les consultations, quel était le parcours des femmes. Et d'un autre côté, on avait une enquête beaucoup plus épidémiologique qui consistait à intégrer les femmes, à recruter les femmes qui venaient au centre, à leur demander si elles acceptaient ou pas d'être suivies pendant 1 mois après leur premier contact avec le service de dépistage. Et on recueillait à chacune des étapes du dépistage aussi bien leur compréhension des différentes étapes, mais également leur satisfaction par rapport aux différentes étapes par lesquelles elles étaient passées. Et on observait si les femmes qui étaient rentrées
qui avaient eu un test HPV, au bout d'un mois, avaient complété leur dépistage. C'est-à-dire que si elles avaient un test HPV négatif, elles avaient bien reçu leurs résultats. Et si elles avaient un test HPV positif, elles avaient bien eu l'examen gynécologique et ou le traitement nécessaire pour aller jusqu'au bout de leurs étapes de dépistage. On a voulu, dès le début, intégrer les parties prenantes pour pouvoir créer un changement à partir de nos résultats. Donc, on avait un comité consultatif de la recherche qui était constitué de chercheurs et décideurs locaux, donc basés à Ouagadougou. Et on a eu des réunions avec eux. On leur a présenté le projet après l'accord éthique. Et ensuite, on leur a donné des résultats sur l'avancée du projet par la suite. Et donc, c'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'eux réagissaient à la recherche, aux résultats, et comment est-ce qu'eux voyaient cette recherche se déployer à plus grande échelle ensuite dans le pays. Au cours de cette période-là, de cette phase-là de la recherche, il y a plusieurs questions qui se sont posées. Il y a la question qu'a soulevée Maman du consentement. Donc, toutes les femmes qui ont été incluses dans la partie recherche ont signé un consentement. Donc, le consentement était redit en moré, expliqué en moré aux femmes. Mais, comme le soulève Maman, quelle est la part de responsabilité, enfin de liberté individuelle lorsque on vous propose un dépistage qui est perçu par les femmes comme étant meilleur que le dépistage proposé habituellement, qui a été sponsorisé, qui a comme marraine la ministre, la première dame, qui est passée à la télé. Donc il y a tout ça. On a d'ailleurs vu très bien que juste après l'annonce officielle du début du projet, on a un pic de recrutement parce que les femmes étaient très intéressées par notre projet, et ce pic n'a pas duré très longtemps puisque 3 semaines après, il est devenu beaucoup plus difficile d'avoir des femmes, pas qu'on recrutait, parce que la différence avec l'essai clinique, c'est que là, on est dans la vie réelle, dans la vie naturelle du centre. Donc la question, c'était est-ce que des femmes venaient spontanément pour se faire dépister, sans intervention dans la communauté, sans motivation particulière? Est-ce qu'elles venaient se faire dépister ou pas? Et donc, au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte que, de fait, de la même façon que dans le centre, en dehors de notre intervention, peu de femmes venaient se faire dépister, on a eu du mal à recruter les femmes pour continuer notre étude. Pour le coup, on n'a pas intensifié notre campagne de recrutement. On l'a allongé parce qu'on était dans cette question de justement très peu modifier aussi peu que possible l'intervenant. C'est tout ce qui a l'effet observateur, et qu'une grosse partie des données, notamment qui ont été observées par l'anthropologue, ont été modifiées rien que par le fait qu'il était en train d'observer. Une question qui concerne le consentement et qu'on n'a pas du tout abordé, nous, dans l'étude, mais qui est une vraie question, c'est le consentement des agents de santé. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup au consentement des femmes, qui sont considérées comme les sujets, puisque ce sont elles qui vont être dépistées. Mais on s'est retrouvé face à des oppositions de la part des personnels soignants qui, eux, considéraient que c'était un ajout de travail, que c'était une modification de leur organisation de travail, et qu'ils n'avaient pas obtenu de compensation financière pour ce travail additionnel. Donc voilà, c'est une question qui a fait débat. On était dans la situation où justement on ne voulait pas modifier. Lorsqu'on en discutait avec Médecins du Monde, il y avait cette volonté de ne pas justement donner de compensation financière pour rester dans les soins qui doivent être offerts normalement dans le centre de santé. Mais cette tension-là joue aussi sur la capacité à obtenir des données et à suivre les femmes et les soignants. Donc voilà. La question du standard of care, donc de la qualité des soins notamment, ça c'est quelque chose qui a aussi traversé le projet, parce que nous, en tant que chercheurs, on voulait être sûrs et certains que quand les femmes étaient dépistées et traitées, elles avaient bien été dépistées et traitées.
C'était quelque chose de très important pour nous. Et on s'est retrouvés face à cette question du travail additionnel que ça représentait pour les soignants d'avoir cette évaluation de la qualité des soins. Donc on avait un peu décidé au tout début que ce serait une étude dans un deuxième temps, et au cours du projet, la question est réapparue parce qu'on s'est retrouvé face à des situations où on apprenait que des femmes qui avaient été HPV positives n'avaient pas eu de suite de leurs soins, parce que les soignants, lors de l'observation, l'anthropologue voyait que les soignants n'avaient pas envie de soigner les femmes. Je retire, pardon, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie. Les soignants n'avaient pas été jusqu'au bout de la cascade de soins. C'est-à-dire que la femme était HPV positive. Il y avait eu un examen gynécologique, mais le soignant avait dit c'est bon, vous n'avez rien, madame, et n'avait pas fait des actes nécessaires. Donc il n'avait pas réalisé l'inspection visuelle, il n'avait pas vérifié si oui ou non il y avait une lésion. Donc je retire le pas envie parce que c'est très interprétatif. En fait, il s'est trouvé qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains soignants qui avaient été plus investis dans le projet et qui se sentaient beaucoup plus à l'aise pour faire les soins, et d'autres beaucoup moins. Et en fait, au fur et à mesure, malgré le fait que l'ensemble des soignants aient reçu une formation, au fur et à mesure que le temps passait, ceux qui s'étaient investis dans le projet augmentaient leur courbe de connaissances et leur facilité à réaliser ces soins, tandis que ceux qui ne s'étaient pas investis pour des raisons qu'on n'a pas forcément explorées jusqu'au bout, mais ceux-là se sentaient de moins en moins à l'aise, et quand c'était à eux de faire le dépistage, il y avait une déviation du protocole qui était ou de demander à la femme de revenir un autre jour pour être vue par un autre soignant, ou à l'inverse, de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de faire croire, je mets des guillemets, que l'examen avait été fait, de le signaler dans le carnet de suivi sans que nécessairement ce soit le cas. Donc là, il y a une vraie question éthique qui s'est posée entre chercheurs et médecins du monde, qui était de savoir à quel point est-ce que quand on voit ce genre de situation, comment est-ce qu'on réagit, c'est-à-dire que en tant que chercheurs qui ne voulons pas modifier le cours des choses, pour nous, c'est une donnée qui est importante. Mais éthiquement, est-ce qu'on laisse des femmes qui sont HPV positives, donc qui ont potentiellement des lésions de cancer traitables, repartir dans la nature sans être soignées, pour ne pas modifier nos données, pour ne pas interrompre le cours des choses. Donc on a finalement plus ou moins tranché en faisant remonter les informations, mais cette remontée d'informations, elle a été aussi pas forcément très bien perçue sur le terrain, parce qu'elle a été perçue comme étant une sorte de jugement de la façon dont les équipes sur place menaient leur projet. Et donc ça a ensuite rendu les choses aussi plus compliquées pour essayer de comprendre comment se passait la supervision par Médecins du Monde, ou obtenir leurs avis sur le déroulement du projet. Donc cette question, voilà, c'est quand il y a des décisions éthiques à prendre, comment est-ce que nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à l'avenir, il aurait fallu peut-être sûrement que cette décision soit beaucoup plus partagée avec le terrain, et non pas qu'ils aient l'impression que c'est quelque chose qui leur tombait dessus comme une punition par la suite. Il y a également la question des besoins additionnels qui s'est posée. Parce que quand on débute un dépistage et qu'on trouve une lésion, jusqu'où on va ? Si on trouve une lésion précancéreuse, très bien, on peut la soigner au centre. Mais si on trouve un cancer, qu'est-ce qu'on fait ? On est au Burkina, les soins pour le cancer ne sont pas disponibles partout, ont des coûts très importants. Et donc, il y a cette question éthique de... ces femmes ne seraient probablement pas venues se faire dépister si elles n'avaient pas entendu parler de ce projet. Elles sont venues, elles se retrouvent dans une situation financièrement non gérable pour elles. Quelle est la part de responsabilité en tant qu'ONG ou qu'évaluateur en évaluation d'un projet ? Quelle
qu'est-ce qu'on fait? Donc la décision était de suivre ces femmes jusqu'au bout et de les accompagner jusqu'au bout de leurs soins. Donc il n'y a pas eu énormément de femmes avec des cancers dans ce projet, mais c'est une question qui se pose notamment lorsqu'on veut passer à plus grande échelle, c'est-à-dire que on peut vouloir passer à plus grande échelle pour le dépistage du cancer par test HPV, mais est-ce que le système de santé burkinabé est prêt à suivre ces femmes jusqu'au bout? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait toujours que quand on lance un nouveau programme de dépistage, on se retrouve face à une hausse des cas, puisqu'on dépiste des cas qui n'étaient pas prévus, qui n'auraient jamais été dépistés. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite lorsqu'on est face à ces cas-là? Donc ça nous ramène à la position du chercheur qui nous a traversé tout au long de cette question, et notamment aux conséquences sociales que peuvent avoir les projets de recherche qu'on met en place, et aussi bien sur les femmes qui sont dépistées, mais également les conséquences qu'ont pu avoir le projet en termes de modification de l'organisation des soins, de modification de l'organisation du système de santé, et parce qu'une des adaptations qui était faite, c'était on proposait aux femmes d'être vues et d'aller au bout de leur séquence de dépistage le même jour, et les soignants nous ont clairement indiqué que pour eux c'était inenvisageable parce que ça ne rentrait pas dans leur roulement de soins, dans leur organisation de soins, qui elle dépend de la façon dont le système de santé est organisé. Donc il y a cette question de à quel point est-ce qu'on force les choses ou pas. Si on force les soignants à faire la séquence en une journée, ce qui est recommandé par l'OMS, à quel point est-ce qu'on va avoir des soins de mauvaise qualité, à quel point est-ce qu'on modifie l'organisation des soins pour les autres soins du centre de santé. Donc tout ça, ça nous a amené à la dernière phase du projet, qui était celle de la restitution, donc au cours de laquelle la question des besoins additionnels également est ressortie. Ça nous amène aussi à la question du transfert de connaissances. Donc cet atelier de restitution, l'idée c'était de proposer aux soignants et aux décideurs de leur présenter les résultats et de pouvoir discuter de ce qui était à faire par la suite. Donc ça, c'est une responsabilité qu'on a en tant que chercheur, mais se pose la question de comment est-ce qu'on transmet les connaissances qu'on a obtenues au cours de la recherche de façon entendable, parce que soyons honnêtes, on les a extrêmement démotivés. Voilà, ils avaient l'impression, quand on présentait les résultats, que tout ce qu'ils avaient fait était négatif. Or, ce n'est pas ce qu'on voulait montrer. Donc cette question se pose aussi à nous. Comment est-ce qu'on transmet au mieux nos résultats pour créer quelque chose un mouvement qui puisse ensuite continuer et qui puisse être propice, soyons égoïstes, à la recherche par la suite. C'est également poser la question de la pérennité, puisque ce qu'on a vu tout au cours du projet, c'était que ce qui est proposé par l'intervention n'est pas forcément compatible avec ce qui se passe sur le terrain, avec la réalité aussi bien des femmes que des soignants, mais également du système de santé. Donc là, Médecins du Monde accompagne les femmes jusqu'au bout de leur parcours de soins. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le projet va s'arrêter? Quelle est la part de l'intervention qui va subsister et sous quelles raisons? Donc ça, ce sont des questions de recherche qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ramènent aussi à la responsabilité que peut avoir le chercheur de dire « Ok, c'est bon, ce projet fonctionne », de le proposer, mais ensuite de voir est-ce qu'il est pérenne. Et donc, tout ces ensemble sont les questions. Encore une fois, quelles sont les conséquences sociales qu'on peut avoir en tant que chercheur lorsqu'on propose des résultats qui disent que ce type d'intervention fonctionne. Elle fonctionne sous condition d'être modifiée par rapport à ce qui est proposé internationalement. Mais quelles seront les conséquences de dépister à grande échelle? Quelles sont les conséquences d'avoir des femmes qui ont un dépistage précoce sans forcément un système de santé qui suit derrière? Tout ça, ce sont des questions qui restent encore à réfléchir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ketli. On va peut-être essayer de rejoindre Maman pour qu'il puisse nous finir sa présentation. Mais peut-être qu'on peut déjà prendre un premier
sais pas s'il y a des réactions ou des questions dans la salle ou en ligne. Je reçois les questions en ligne sur mon téléphone, mais pour le moment, je crois qu'il n'y en a pas un. Je ne sais pas si dans la salle, des gens ont des questions. Ah, Maman est revenue. Ah, non, oui, non. Rebonjour Maman, est-ce que tu nous reçois bien? Bonjour, désolé, la caméra, la connexion était on te propose de finir du coup la présentation où tu en étais. Je vais devoir être la méchante personne qui va te dire que tu n'as que 10 minutes. Je suis désolée. J'entends pas, j'entends vraiment. D'accord, merci beaucoup. Merci. La connexion avait coupé, elle était instable tout à l'heure, donc je vais parler de 2 à 3 aspects pour conclure la présentation de tout à l'heure. D'abord, la question de malentendu thérapeutique ou de la misconception. On voit bien on se rend compte à partir des observations de la façon dont le consentement éclairé est fait et le contact entre les agents de l'essai d'un côté et les populations, en l'occurrence surtout donc les femmes qui doivent ou non participer à l'essai est fait, que la question de la misconception, la question du malentendu thérapeutique, c'est un processus qui est parfois involontairement entretenu dans la mesure où il y a certes l'effet, il y a l'effet de la méconnaissance, de l'ignorance des populations, d'une catégorie de gens qui nous connaissent, c'est tout à fait normal. C'est à quoi ils s'engagent en acceptant de participer à l'essai, d'une part. Et on le voit d'ailleurs même dans les pays développés, il peut y avoir des gens qui participent à l'essai sans avoir réellement c'est la pandémie, d'une part. Mais d'autre part, il y a l'explication qui est faite. Les femmes ont besoin de comprendre quelque chose qui les intéresse. Et la gratuité des soins, les frais de transport, la disponibilité des médicaments, elles sont autant, avec bien d'autres avantages matériels qui sont liés à la participation, sont autant des aspects matériels sur lesquels les agents de l'essai insistent pour inciter les femmes à venir participer. Et donc, la question il va de soi que la question de la misconception soit involontairement entretenue dans ce contexte par les investigations. D'autre part, il y a la question des négociations et des adaptations. On voit que les normes éthiques qui sont à prétention normative et universelle ne peuvent être appliquées dans des contextes tels qu'elles sont prévues dans les contextes des pays pauvres où le système de santé manque juste de nécessaire pour prendre en charge la population et où ces derniers ont des difficultés d'accessibilité géographique avec bien d'autres aspects qui sont en lien avec le contexte, avec la culture. Donc, les normes sont en permanence adaptées, négociées face au contexte de l'essai. Et d'autre part, ceci m'amène à parler, disons, de la question de l'éthique de responsabilité plutôt que de l'éthique qui est connue, l'éthique normative qui est connue, qui doit être appliquée dans les contextes de sécurité. Donc, parler de l'éthique de responsabilité qui tiendra compte ou qui pourra tenir compte à la fois du contexte, de l'espace et de la capacité aux agents qui font l'éthique de négocier cette dernière, de négocier l'éthique et assurer un contact permanent avec les populations. Donc, parler de l'éthique de responsabilité ou de l'éthique contextuelle qui est située revient à discuter d'une éthique qui est à cheval entre l'éthique normative à prétention universelle et les négociations qui sont faites pour permettre à l'essai de fonctionner. Le troisième aspect, c'est sur l'exclusion des non-participants. On voit bien que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur la famille d'un orphelin qui vient pour demander des soins et pour demander à ceux que ces derniers soient enrôlés dans un essai clinique alors que l'échantillon est déjà atteint, permet également de discuter de cette notion de quelle éthique il s'agit quand on sait qu'il y a des gens qui ont vu les gens se faire soigner, sauver leur vie et qui voulaient participer alors même que l'échantillon étant entendu qu'il est atteint, ils ne peuvent pas participer pour des raisons, justement pour des raisons statistiques ou bien pour des raisons et le personnel est ici face à un choix difficile à faire. Parfois, en parallèle, ils essaient de fournir des soins aux gens qui ne sont pas, aux enfants ou aux femmes enceintes qui ne sont pas enrôlés dans l'étude ou dans les essais, en fournissant juste des médicaments ou des petits soins, tout en prenant soin de ne pas marquer dans le registre parce que c'est contraire à ce à quoi ils s'engagent, parce que
c'est des gens qui ne passent pas à l'essai. Et ça pose cette question de l'exclusion des non-participants, mais surtout de l'après-essai. Bon, quand l'essai finit, y compris ceux qui ne passent pas à l'essai, il n'y a pas de suivi. Ils ne sont pas pris en charge, mais nous encore, disons, on participe à une sorte d'effondrement de ce qui reste du système de soins parce que, d'une part, l'essai est conduit, les essais sont conduits parallèlement à l'offre publique de santé. Et d'autre part, c'est une question qui mérite de vous poser sur et si la question de savoir et si les essais cliniques sont conduits en amont de l'offre publique de santé, c'est-à-dire avec les agents de santé, où le savoir-faire, la formation que bénéficient les uns peuvent aussi bénéficier des autres, peut permettre quand même de laisser quelques traces, ne serait-ce que de façon résiduelle, les traces d'une meilleure façon de prendre en charge les populations. C'est aussi une question qui mérite, à mon avis, d'être posée, et c'est sur ça que on peut bien sûr revenir sur des questions-réponses sur des détails que j'ai omis, puisque la connexion avait coupé tout à l'heure, il fallait reprendre. Voilà, sur ça, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Maman, et désolée pour cette présentation croisée, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. Ça permet à chacune des deux recherches de se répondre. Et puis, on voit qu'il y a pas mal, du coup, de questions transversales pour les deux recherches. Du coup, je vous propose de laisser la parole à la salle ou aux personnes en ligne. Bonjour, je suis Cécile Yougbaré, anciennement coordonnatrice plaidoyer et communication à la mission Burkina, et je suis ravie de voir que l'expérience et l'intervention sur le projet au Burkina a été présentée ce matin. J'aimerais prendre la parole, je m'en voudrais de ne pas prendre la parole pour quand même donner une note d'espoir face à une partie de ce que Ketli a dit. Alors, nous avons participé à la restitution. Vous avez raison de marquer ici le fait qu'il y a eu comme un découragement des agents de santé, mais je pense que jusqu'à la fin de la restitution, il était clair aussi et accepté par ces agents de santé que l'évaluation était faite à une période antérieure à la date vraiment de l'atelier et que ces mêmes agents de santé dans les 9 formations sanitaires avaient déjà travaillé à corriger certains gaps. Ça, c'était ressorti. Et deuxièmement, ça fait aussi une fierté, et nous avons même reçu les félicitations du ministère de la Santé. Et quand on était dernièrement dans la planification d'un CPP2, la tendance était plutôt pour les acteurs au niveau du Burkina, les partenaires au niveau du Burkina, de demander à Médecins du Monde d'avoir plus de structures de santé dans lesquelles nous pouvons encore expérimenter ces dépistages HPV. Donc, je voudrais dire que, et aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas été vraiment négatif, c'était une restitution, et il n'y a pas eu de découragement, et les agents de santé nous ont fait savoir, parce qu'on a eu beaucoup de rencontres par la suite, que ça les avait aidés vraiment à vouloir continuer les rectifications de certains gaps. Et pour terminer, j'aimerais aussi ajouter le fait que quand on parle des perdus de vue, on n'a pas vraiment eu beaucoup de perdus de vue. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, les acteurs et les superviseurs au niveau de la mission Burkina travaillent avec les OSC qui ont été impliqués pour que cela soit une bonne intervention. Merci. D'autres questions dans la salle ou en ligne? Alors, moi, j'ai plusieurs questions pour Maman, parce que on est là pour parler de l'éthique, donc il y a quand même des petites choses qui m'ont interpellée sur cette étude. Par rapport aux frais donnés, toute compensation donnée aux participantes. Déjà, il y a tout un... Et plus les questionnaires avec les problématiques de langue
qui fait que, enfin, par rapport à ce biais de sélection en tout cas. Et deuxièmement, enfin, vu comment vous avez décrit cette étude et la méthodologie, en fait, on se posait la question par rapport au comité d'éthique, puisque c'est sous épicentre quand même, et pourquoi le choix d'un placebo, et qui a fait valider aussi cette étude. Voilà. Et dans la continuité de cette étude, au bout d'un moment, on a le droit de se dire si elle nuit ou si elle peut nuire, on peut l'arrêter. Donc voilà, c'était mes 3 questions. Et une question aussi pour pardon, excuse-moi, je suis désolée. Je cherche ton prénom. Ketty, désolée. Et une question, oui, pour le suivi. Le suivi à 3 ans, 5 ans, par rapport à un dépistage positif au HPV, est-ce qu'il se fait, il est prévu de se faire? Voilà, merci. On va peut-être d'abord laisser Maman répondre à la première série de questions, et puis après, Ketty, tu prendras la suite. Maman, je t'en prie. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai pas très bien entendu la première question. La première question, c'est par rapport à la langue, si j'ai bien compris. La langue, parce que c'est pas que la langue, c'est en fait c'est la totalité du biais de sélection. J'ai bien compris la question parce qu'on n'entend pas très bien. Je répète. Le consentement a été conçu en français d'abord et il a été par en français. Il a été par la suite traduit. Moi, ça, je parle la langue, je parle le français. Oui, je m'excuse avec le décalage. En fait, ce n'est pas que par rapport à la traduction de la langue. C'est une partie, mais aussi les coûts de transport, les compensations, tout ça, les problématiques de compréhension par rapport à la langue, qui fait qu'il y a un énorme biais de sélection. C'est ça qui me posait cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Ok, j'ai bien compris. Oui, c'est problématique de biais par rapport à la question des frais de transport, par rapport aux autres avantages qui sont liés à la participation ou pas à l'étude. Du point de vue de l'éthique et en anthropologie, c'est vrai que ça questionne sur, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup l'expression de empty choice. Est-ce que réellement les gens ont le choix de participer à une étude quand on sait, à un essai clinique, quand on sait que ce dernier leur apporte beaucoup en termes de soins, en termes de qualité de soins, en termes d'accueil, y compris des avantages matériels de participation à un essai. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, du point de vue anthropologique, le débat est ouvert. Il y a ceux qui parlent de l'achat de conscience. Plutôt que de parler des autres avantages, il y a d'autres qui expliquent clairement que ceci est considéré comme l'achat de conscience. Quand on vient, on vous dit, voici, vous avez une somme qui est fonction de la distance que vous devez parcourir pour venir se faire soigner. Quand il y a aussi de quoi manger pour les femmes quand ils viennent, il y a le savon, il y a même des moustiquaires et d'autres avantages matériels qui sont liés à partout. Ça pose la question éthique et pour des anthropologues, il y a ceux qui considèrent ça comme achat de conscience. Ils n'en demeurent pas moins que sur le terrain. Il y a des hommes ou des maris qui parfois refusent à ce que leur femme participe à l'essai en considérant que non, vous ne partez pas à une recherche, on vous achète en fait. Et il y a ceux qui carrément empêchent à leur femme carrément de participer à l'essai, quoi. Ou en se disant que vous allez juste pour des frais de transport alors qu'il y a des activités de ménage, ou encore lorsqu'il doit y avoir des suivis alors que vos enfants ne sont pas réellement malades, vous dites qu'ils sont malades, pour aller se faire soigner, pour aller assurer le suivi de site de l'essai dans l'espoir de recevoir les frais de transport et des autres avantages comme la bouffe qui est donnée ou les sandwichs qui sont donnés. Et donc le débat est ouvert par rapport, en tout cas du point de vue éthique, il y a ceux qui considèrent cela comme carrément comme achat de conscience parce que les gens ne peuvent pas faire autrement en termes d'assurance de la qualité des soins qu'ils vont recevoir, mais plus d'autres avantages matériels. Et comme les femmes qui participent à l'essai, ils entendent ça, ils veulent entendre ça, les agents de l'essai, ils insistent sur cet aspect de l'avantage matériel et de l'avantage de soins qui doit se faire en parallèle au système de soins qui
qui a toutes ses limites et qui est caractérisé par les retours de médicaments, un système de santé qui est quand même défaillant. Ça pose cette question. Du point de vue, la question suivante, si j'ai bien compris, c'est la question méthodologie. En fait, si j'ai bien compris, du point de vue j'ai fait le suivi en temps réel où je participe à des... J'étais comme si j'étais un agent en fait, de l'EC où je participe à des réunions, je discute avec les gens, je participe aux différentes séances de formation, des relais communautaires jusqu'aux investigateurs avec lesquels on échange tous les jours, on partait sur le terrain. Et c'est la connaissance de la langue du milieu, puisque moi aussi je partage la langue local, c'est aussi à quoi ça renvoie les différents usages qui sont faits, les différentes expressions, comment c'est perçu par les femmes et les différentes discussions qu'il y a eu en amont de l'EC pour voir en quoi est-ce qu'on peut utiliser d'autres expressions qui sont euphémiques, qui renvoient à la même chose, mais qui peuvent ne pas être, si j'ai bien compris, la sensibilité des femmes. Et moi, j'ai fait partie, par exemple, de ceux qui ont travaillé sur comment sortir les différentes expressions qui heurtent la sensibilité des femmes et comment il faut mentionner dans la mesure où une personne qui participe à un essai doit connaître tous les avantages, mais également tous les différents risques qui sont liés à la participation ou non à l'essai. La troisième question, je ne l'ai pas compris. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je propose, pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps, parce que malheureusement le temps est compté, que peut-être, Ketli, tu répondes à la deuxième question qui t'était adressée par Claire. Ouais. Comme ça, on pourra répondre à quelques questions en ligne. Et je crois qu'il y avait encore une intervention dans la salle. Voilà. Donc le projet de Médecins du Monde s'inscrit dans les algorithmes de dépistage proposés. Donc il y a effectivement indiqué lors de la formation qu'il y a des suivis à 3 et 5 ans à faire. Ça fait partie de ce que les soignants donnent comme indication aux femmes, que nous on évaluait, est-ce qu'elles étaient au courant des recommandations qui étaient faites pour la suite. Bon, c'est pas forcément toujours compris en fonction, mais c'est prévu dans le projet, c'est prévu dans la formation, c'est des informations qui sont données aux femmes, mais c'est pas prévu dans le projet. Et le projet se termine là en 2022. Il va être prolongé. Oui, il est prolongé, mais du coup on est beaucoup trop proche pour savoir encore s'il y aura un suivi ou pas. Mais ça peut faire partie des pistes de recherche, à savoir quelle est la proportion de femmes qu'on a dépistées qui ont effectivement réalisé leur suivi à 3 ou 5 ans. Juste pour compléter, du coup, parce que j'ai la chance d'accompagner la mission Burkina Faso pour Médecins du Monde, le projet va continuer pour encore plusieurs années. Et donc, effectivement, il y aura un suivi qui sera fait dans le cadre du projet. Mais par contre, la question que pose Claire est une question qui, bien évidemment, se posera au moment où Médecins du Monde ne sera plus dans l'accompagnement des centres de santé. Et comment, ça fait partie des questions auxquelles on va devoir répondre, notamment sur les questions de pérennité de l'offre. J'en profite du coup pour vous lire les questions qu'on a reçues. Donc il y en a 2. La première, c'est très intéressant d'avoir pu relever la difficulté de la traduction sur les dialectes locaux. Quelles mesures sont envisageables? Alors, je ne sais pas lequel de vous deux veut se lancer. Très bonne question. En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait un accompagnement avec... lorsqu'on a formé les assistantes de recherche pour les questionnaires, on a fait un accompagnement avec Zeba, qui est l'anthropologue qui s'est occupé de toutes les observations. Et en fait... Zeba les a quasiment formés à poser les questions du questionnaire de façon compréhensible. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est une piste très intéressante. Je sais que ça a déjà été fait par l'INED avec Florence Weber sur comment est-ce que, à partir d'enquêtes anthropologiques, on arrive à créer des questionnaires qui soient pertinents et compréhensibles. Donc, pour ce qui concerne... tous ces éléments-là, c'est une vraie piste à explorer. Et je pense qu'il y a une vraie question de savoir aussi bien sur le questionnaire qu'on propose, comment est-ce qu'on le biaise, nous, avec nos questions, et comment est-ce qu'il
on peut, en le traduisant, le rebiaiser encore une fois. Donc ça, c'est une vraie question. Et aussi, dans la formation et les informations qui sont données aux femmes, comment est-ce qu'on peut, en connaissant le dialecte local, enfin la langue locale pour le coup, le moré, comment est-ce qu'on exprime des choses qui n'ont pas de traduction française, on va dire. Parce que ce que Zeba a relevé beaucoup dans ses entretiens et dans ses observations, c'est qu'il y a des façons complètement différentes d'aborder cette question et que probablement on gagnerait à ne pas vouloir traduire un test HPV positif de la façon dont on le conçoit nous, comme test HPV positif et suite de la cascade, mais que ça pourrait être une façon détournée, mais qui soit plus adaptée. Après, tout ça pose la question du temps dont disposent les soignants pour parler aux femmes, du temps dont ils disposent dans les faits et du temps qu'ils sont prêts à accorder à cette question-là. Et donc, ça rentre dans toute une question de comment est-ce qu'on implique les soignants dans cette question du dépistage. Merci. Et la dernière question, elle est pour toi aussi, c'est sur est-ce que la recherche menée sur le projet HPV au Burkina Faso a fait l'objet de publication ? Oui. Oui, on a un article dans le BMC Women's Health et on a un article d'anthropologie qui est en cours qui est finalisé mais qu'on essaie de faire publier. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les références. Oui, Oui, Magali ? Et il y a le rapport scientifique aussi qui doit être disponible encore à l'entrée et en ligne sur cette recherche-là. Est-ce qu'on a le temps encore ou pas ? Ça dépend si on est très strict ou pas. Mais je crois qu'il y avait quand même encore une intervention et puis on peut se dire que c'est la dernière, malheureusement. Merci pour ces présentations qui soulèvent plein de questions encore. Je ne vais pas toutes les aborder, on pourra reparler, mais 2 questions très, très simples. Dans la présentation, je salue Maman, j'en profite pour saluer Maman. Je n'ai pas de questions pour toi. C'est pour le Burkina. J'ai 2 questions. La présentation du processus était très linéaire avec le début, l'enquête, restitution à la fin. Est-ce que vraiment il n'y a pas eu d'atelier de restitution entre intercalaires, ce qui aurait été une manière peut-être d'éviter le choc de l'arrivée au départ, de l'arrivée avec « c'est ça comme ça que vous nous voyez ». Première question. Et j'aurais donc 3 questions. Deuxième question. Dans ces partenaires, vous expliquez que les parties prenantes sont informées et vous nous expliquez que ce sont des chercheurs burkinabés. Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient parties prenantes et qui étaient aussi dans ces ateliers-là ? Et je pense que cette question est très importante parce que dans les effets de l'essai, alors on parle des effets en termes d'accès aux soins, machin, ou peut-être violence, mais il y a un effet qui est souvent sous-estimé, c'est l'effet de capacitation, on pourrait dire, des personnes incluses dans l'essai qui peuvent devenir elles-mêmes des réformateurs du système de santé. Et c'était la question, est-ce que ces femmes qui ont été, parce qu'au Burkina, le toucher vaginal, on appelle ça veisoro, et ça veut dire littéralement fouiller dans le... Moi, j'ai travaillé un peu sur la question au Burkina, et où, en fait, on voyait que toute la question de l'examen gynécologique était d'une extrême violence pour les femmes. Or, ce travail d'examen pour le HPV, dans quelle mesure il a participé peut-être à une réforme de l'examen gynécologique et de capacitation des femmes à exiger de ne pas être traitées comme du n'importe quoi pendant les examens gynécologiques. Donc, c'est ma question. Alors, merci, c'est des questions très intéressantes. Je vais commencer par la dernière. Donc, je ne suis pas sûre que, en tout cas, la partie on a explorée ne me permet pas de vous dire que ça a participé à une réforme. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on offrait aux femmes le choix entre un autoprélèvement et un prélèvement fait par les soignants. Donc la première partie, il n'y a pas d'examen gynécologique. Le test HPV, c'est un écouvillon qu'on passe... donc, pas d'examen gynécologique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le rapport à l'autoprélèvement est mitigé.
partout dans la littérature, on dit en fait, l'autoprélèvement, c'est ce qui est préféré par les femmes. Mais ça dépend beaucoup de comment c'est expliqué. C'est-à-dire que quand c'était... J'ai un exemple comparatif parce qu'on a une recherche similaire en Côte d'Ivoire auprès de femmes qui vivent avec le VIH et pour lesquelles c'est souhaitable ou pas souhaitable, mais la façon dont on expliquait l'autoprélèvement était très systématisée. Et donc, il n'y avait jamais de modification, peu importe le soignant, sur comment est-ce qu'on fait un autoprélèvement, jusqu'à quelle distance est-ce qu'on doit mettre les couvillons, comment est-ce qu'on doit tourner, etc. Et donc, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que c'était très, très bien compris comment faire son autoprélèvement. Et du coup, les femmes se sentaient plus en capacité de le réaliser. Alors qu'au Burkina Faso, c'était extrêmement dépendant du soignant, de la connaissance que les femmes avaient elles-mêmes de leur santé. Et donc, cette capacité, cette amélioration de la capacité des femmes par rapport à la sphère gynécologique, elle n'a pas forcément été réalisée parce qu'elles n'ont pas forcément eu les informations qui leur permettaient de prendre de s'autocapacité, comme vous dites. Après, on s'est posé cette question, donc ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que ça se passe pour... une fois qu'on fournit aux femmes les informations qui leur permettent de prendre la décision. D'autant plus que ce qu'on a vu, on a une patiente qui, elle, était tout à fait consciente, mais qui est une patiente qui vit avec le VIH, et donc qui avait déjà été, par un autre parcours de soins, avec des accompagnements et une auto-formation à sa santé, plus poussée de ce côté-là, et qui, elle, a clairement mis en avant, même auprès des soignants, à quel point leur façon de faire était inadmissible. Donc, il y a cette possibilité-là qui peut être mise, mais on n'a pas actuellement assez d'informations, et ce serait intéressant de voir quand on modifie les informations qui sont données aux femmes, qu'est-ce qu'il en ressort. L'intégration des femmes dans le comité consultatif, elle était faite. Il y avait une association de femmes qui était présente. Et lors de l'atelier de restitution, il y avait également des associations de femmes présentes. Donc, il n'y avait pas uniquement des soignants. Le comité consultatif était constitué de chercheurs, de soignants et de femmes. Donc, il y avait les trois acteurs principaux. On n'avait pas forcément de responsables de district ou autre, parce que l'idée, c'était vraiment qu'on s'intéresse à la recherche et à l'apport que peut avoir la recherche et pas à des questions de mise à l'échelle particulière. Et la question des ateliers intermédiaires, alors, on n'en a pas fait. C'est quelque chose qu'on s'est posé. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'il fallait donner les informations au fur et à mesure. On a eu la crise du Covid qui est intervenue au milieu. Et ça repose également la question des temps de recherche, c'est-à-dire qu'entre le moment où on a fini les premières observations et le recueil des données, le temps d'analyse n'est pas forcément compatible avec des ateliers intermédiaires avant qu'on arrive déjà à des gros changements qui font que de toute façon, un atelier intermédiaire aurait peut-être été moins violent, je mets des guillemets, mais il aurait déjà été, et ça c'est l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est la limite qu'il peut y avoir dans la recherche de mise en œuvre, c'est quand on observe le début, quand on est déjà au milieu ou à 6 mois de l'intervention, ce qui s'est passé, ce qu'on a observé ne reflète plus ce qui est en cours, mais c'est toujours intéressant puisqu'on refait des débuts à chaque fois. Donc de pointer ce qui a été problématique au début était quand même intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. Donc on voit bien que ça suscite beaucoup de questionnements et beaucoup de débats. Malheureusement, le temps nous est compté, donc on va s'arrêter là pour cette session. Mais ça reprendra bien évidemment cet après-midi et ce sera l'occasion pour nous de continuer ces discussions très intéressantes. Je vous remercie à tous et principalement à nos deux intervenants, Ketli et Maman. Voilà. Merci. Oui.